Bien, merci de cette invitation. Merci pour cet excellent ouvrage et de sa densité d'informations. Donc, ce que j'aimerais considérer maintenant, c'est une question qui est devenue centrale dans l'ordre politique et qui trouve l'une de ses origines dans la gestion sociale du développement techno-industriel, à savoir la participation des populations au choix et régulation des produits neufs qui arrivent sur les marchés et qui affectent mode de vie, santé et environnement. Bon, pour ne pas répéter ce que j'ai écrit pour la revue et que vous allez lire ou que vous avez pu lire, je vais faire quelque chose d'assez différent à vrai dire. J'aimerais quelque peu monter en généralité, si vous voulez, et revenir sur la complexité des relations qui existent entre, d'une part, les sciences, les technologies, le monde industriel et les savoirs propres des populations qui sont affectées par les nouveautés technologiques, et d'autre part, l'univers de la décision et des formes de régulation et de gouvernement, avec comme sous-question, bien sûr, la place des processus collectifs d'élaboration et de concertation dans cet ensemble. Bien. Non, c'est non, c'est pas ça encore. Bon. Alors, le premier point, je voudrais donner 3 points qui me semblent acquis, si vous voulez, que je vais prendre comme postulat de départ. Le premier point est que la science n'est jamais qu'une fraction de ce qu'il est légitime d'appeler savoir, et qu'il convient donc de ne pas identifier les deux. Les savoirs sont distribués dans le social. Par exemple, une large part du savoir environnemental est déposée dans les associations depuis extrêmement longtemps, et ils sont fort divers de nature, de cadrage et d'intention. De même, comme toutes les connaissances humaines, les savoirs scientifiques ne peuvent être que limités, partiels et souvent partiaux. Ils ne peuvent pas ne pas être simplifiés et ont donc forcément des points aveugles. On pourrait décrire leur cadrage particulier comme étant d'abord intéressés par des solutions techniques. Mais les solutions aux questions que les humains et les sociétés se posent ne sont pas nécessairement de l'ordre d'une technique nouvelle à toujours réinventer. Elles peuvent être bien sûr de nature sociale ou politique, par exemple. Le second point que je crois partager est l'importance pour toute vie démocratique de l'engagement et du partage des expériences. Normativement, cela implique de défendre et protéger ceux qui interrogent les pratiques techno-industrielles ou qui proposent des solutions alternatives. Notre rôle est par exemple d'imaginer les institutions qui permettent de protéger ces personnes ou qui incitent à des processus d'apprentissage réciproque et qui soient cumulatifs, ce qui n'est pas donné, étant donné le poids très fort des systèmes, au sens d'un Habermas antérieur, dans ces affaires techno-économiques. Dans nos sociétés, en effet, le devoir de participation peut fonctionner comme dispositif de gouvernement, comme un dispositif de conduite des conduites. Mon dernier point d'introduction est plus descriptif. Il est que la question de la participation en matière technoscientifique et industrielle a 2 aspects. D'une part, on a des groupes, des ONG, des associations de malades, des associations de victimes, etc., qui interviennent dans l'espace public et combinent publication de rapports et de données, c'est-à-dire produisent des savoirs, et actions militantes. De l'autre, on a les formes instituées de règlement du différend, soit les formes instituées dans le cadre de l'État-nation, comme les mini-publics qu'on a évoqués tout à l'heure, soit des formes qui relèvent de la nouvelle gouvernance des questions globales, comme autour du changement climatique, et qui sont des formes beaucoup plus rhizomatiques et proliférantes, par exemple les conférences des partis qui ont lieu tous les ans à propos de différents sujets. Alors, le premier point que je vais faire, je vais faire 5 commentaires, si vous voulez. Le premier est à propos de la manière, si je puis dire, d'utiliser, entre guillemets, les procédures participatives pour qu'elles soient productives. Ces procédures sont en effet une ressource pour des sociétés qui ont à résoudre des questions d'une grande complexité. Nous vivons dans des systèmes techniques qui sont intégrés, vulnérables et susceptibles d'engendrer des effets irréversibles et qui ont donc intérêt à mobiliser des expériences multiples. Mais je viens de le dire, ces procédures peuvent aussi être mises en œuvre autrement et ne pas correspondre à cet idéal. Lorsque nous faisons la promotion des structures officielles de concertation, nous devons donc être prêts à vivre, à mon sens, indépendamment d'elles, voire contre elles. Il est important de les promouvoir lorsqu'elles permettent d'avancer, mais rien n'oblige à se sentir lié par elles s'il apparaît que leur instrumentalisation est trop grande, ce qui est assez fréquent autour des affaires techniques. Il y a en effet un point d'histoire général qu'il n'est pas sans intérêt de rappeler. En termes de réglementation sanitaire ou environnementale des technologies,
que ce soit en 1800 ou aujourd'hui, c'était déjà vrai il y a 2 siècles, la majorité des avancées sont advenues suite à des mobilisations extérieures au système officiel de régulation. Bon, contrairement, je crois, à ce que les managers, les ingénieurs, les politiciens et les experts du risque voudraient nous faire croire, c'est massivement la contestation des populations, des experts dissidents et des victimes et les données qu'il ou qu'elle publie qui, historiquement, ont conduit les départements ministériels, les industriels, les comités de sécurité et les cours de justice à modifier leurs attitudes. Pour qu'un progrès émerge, pour que de la précaution advienne, il a toujours été capital que l'automobilisation des acteurs sociaux persiste, celle-ci constituant le fond sur lequel une régulation incluant des pratiques participatives peut devenir vertueuse. Ce devoir de schizophrénie, si je puis dire, être in and out, ne découle pas seulement de la mauvaise volonté des acteurs, les méchants capitalistes qui refuseraient le coup de la précaution, ou peut-être, dans certains travaux de nos collègues, les méchants activistes qui jouent toujours la carte du pire. Certes, des pratiques de ce type peuvent exister, mais le problème est plus profond. Il relève, à mon sens, de la logique des systèmes techniques marchands et de progrès qui sont les nôtres, et de ce que les nouveautés qu'ils mettent en œuvre font au social. Le point clé est que la rencontre avec un produit nouveau relève d'abord des usages et de l'appropriation, le plus souvent après achat sur un marché et promesse d'un bien, et que cette rencontre est antécédente et extérieure à l'ordre dialogique. Des produits sont d'abord mis en vente, et la confrontation aux produits et à ses effets est vécue avant que d'être débattue. La nouveauté technologique a comme propriété de pénétrer, de traverser le social, de modifier les équilibres avec la nature, avant que le verbe n'émerge et qu'on ne commence à en parler. Les processus dialogiques et politiques ne sont donc pas premiers dans ces affaires, celles qui me concernent, et n'interviennent souvent qu'à posteriori, en réaction à des états de fait qui sont advenus antérieurement et sans débat. On peut donc dire que les produits, savoirs et nouveautés technoscientifiques sont d'abord acceptés ou refusés en tant qu'offre, la possibilité d'une régulation politique ou experte incluant des éléments dialogiques, n'intervenant le plus souvent que dans un second temps. L'anticipation et la sécurité sont certes partie intégrante de la conception des systèmes techniques, et pour certains produits comme les médicaments, il existe des autorisations de mise sur le marché. La demande de précaution est toutefois plus exigeante de la part des usagers qui font l'expérience des effets induits, usagers qui n'émergent comme collectifs qu'après coup. En bref, dans les champs techno-industriels qui m'intéressent, le dialogique n'advient souvent que dans un second temps, une fois que le produit et les marchés ont déstabilisé le social et que leurs conséquences, souvent imprévisibles, sont devenues manifestes dans l'espace public. Second commentaire, qui consiste cette fois à regarder cette même question sous l'angle de ce que sont les sociétés démocratiques. Dans celle-ci, il existe historiquement une multiplicité de moyens de gérer des accords et conflits. Nommons l'appel aux experts, les jugements émis par les tribunaux, l'écriture d'un droit positif, l'action dans l'espace médiatique, les mobilisations, la contestation, etc. Ceci constitue un bien, puisque cette variété renvoie à l'équilibre des pouvoirs et au refus d'une instance unique, par exemple la science experte, qui gouvernerait sans contradiction possible. Dans ce cadre, et ceci est ma seconde thèse, peut-être un peu hard, mais je l'énonce, le participatif, au moins dans ces domaines, malgré son caractère sympathique du tous ensemble décidant de façon coopérative, ne peut pas se substituer à la multiplicité des modes de règlement du différent. Le risque pour la démocratie est trop grand lorsqu'une institution unique règne, surtout lorsqu'elle repose sur l'appel à la vertu. Aussi ne peut-on pas, je crois, reconstruire le politique comme gestion du vivre ensemble autour de ces affaires à partir de cette forme privilégiée. Cette variété est d'autant plus importante que ces régulations autour des questions techniques ont des logiques extrêmement différentes. Un tribunal traitant d'un dommage ne pose pas son problème comme une commission d'experts, par exemple. Le premier tranche un différend sur la base d'un fait et d'une plainte, d'une pollution par exemple, alors que la seconde prend en compte le futur ou quelque chose qui s'appellera l'intérêt général souvent. Elles conduisent donc souvent à des décisions différentes,
Les premières sont plus attentives aux conséquences de ce qui fut accompli et à ceux qui s'en disent les victimes. Les secondes au devoir d'aller de l'avant, par exemple, de développer l'économie nationale. À mon sens, la démocratie technique se définit plus par cette multiplicité des régulations qui agissent a posteriori et se corrigent les unes les autres que par l'imagination du processus idéal de décision a priori et qui fait que nous pourrions créer un social participatif et parfaitement huilé qui n'aurait pas à limiter son propre pouvoir. En fait, il convient dans ces matières de toujours revoir nos décisions parce que nous sommes faillibles, techniquement faillibles, et parce que les conséquences de nos actes ne sont jamais pleinement anticipables. Mon insistance est donc sur la primauté de l'après-coup, sur le fait que c'est le soin qu'on porte à maintenir ce contrôle et cette diversité a posteriori qui importe. Mon sentiment est donc qu'il nous faut revenir à une philosophie politique plus complexe que celle qui pense d'abord la décision et la souhaite participative et ouverte, voire parfaite, ou qui tend, pour prendre le vocabulaire plus particulier des STS, des Science and Technology Studies, à faire du consensus, de la coproduction ou de l'hybridité des choses qui seraient bonnes en elles-mêmes. Non que les notions d'hybridité ou de coproduction ne soient pas essentielles théoriquement, elles le sont. Mais elles ne peuvent constituer des normes du bien. Vouloir l'hybridité, par exemple, est au mieux une condition nécessaire du bien faire. Importe aussi la variété des solutions possibles et leur qualité, les résultats concrets sur lesquels ces formes de coproduction concluent. En un mot, je crois, il importe de remettre la question du substantiel, quel mode concret de régulation du réchauffement climatique est finalement acté, au même niveau que la question procédurale. Le troisième commentaire que je souhaite faire concerne la question du contrôle sur les savoirs, la question de l'exclusivité, du monopole et de la propriété finalement. Au-delà de la confrontation des savoirs dans les forums hybrides, la question que je souhaite maintenant soulever est celle de qui a le pouvoir discrétionnaire d'utiliser ces savoirs et ces techniques ou d'en interdire l'accès aux autres. Bon, je ne reviendrai pas sur l'histoire des pratiques d'appropriation autour des savoirs et des techniques, mais je rappellerai que le monde a connu un glissement très fort des droits de propriété intellectuelle et des brevets depuis les années 1980. Dans ce processus, vous le savez aussi, la Commission européenne a joué un rôle significatif en incitant à un alignement européen sur les pratiques libérales américaines qui sont à l'origine de ce mouvement de réduction de ce que j'avais appelé maintenant les commons. Soyons clairs. Mon point n'est pas de dire supprimons la propriété. Je crois en revanche que la question des formes que peut prendre la propriété, comme l'existence d'espaces de production et d'échange non ou moins marchands, reste essentielle. Je pense qu'il convient ici aussi de défendre la multiplicité des formes de vie et donc l'importance d'espaces de gratuité ou de moindre rentabilité au milieu des pratiques les plus rationnellement propriétaires et compétitives. Et donc d'imaginer les dispositifs à mettre en œuvre pour que les premiers ne soient pas réduits à néant par les seconds. Je pense qu'il convient surtout de reconnaître et de voir que dans nos sociétés, il existe une gamme continue et diversifiée des formes de propriété, de voir la nature très hybridée de la propriété et des commons, et que ce n'est que par inattention ou dogmatisme que nous continuons de penser la propriété comme une chose simple et évidemment binaire. Or, cela est central pour notre sujet, puisque l'administration des commons ne peut être que participative. Les exemples sont nombreux qui disent l'importance des commons dans nos vies, les communs sans lesquels nous ne pourrions vivre. Les exemples en vogue aujourd'hui sont l'air, l'eau, la gestion des rivières, le climat, la biodiversité, la liste est infinie, des biens qui sont l'objet d'ailleurs de programmes internationaux et nationaux multiples. Les savoirs académiques mériteraient eux aussi la même attention, tiraillés qu'ils sont aujourd'hui, entre injonction de circulation rapide de l'information et le devoir d'entrepreneur. Je pense encore aux grandes batailles, évidemment, que vous avez tous à l'esprit autour du logiciel libre, ou aux savoirs indigènes et aux droits de propriété reconnus aux peuples indigènes qui les portent, ce qui s'est mis en place dans les années 80. À l'évidence, la question de la propriété ne se réduit pas à une dichotomie simple, mais est susceptible d'infinies gradations et de choix,
qui sont de notre responsabilité et qui doivent passer au cœur de ces débats substantiels que j'évoquais à l'instant. Mon quatrième commentaire concerne les formes actuelles de gouvernement des technosciences et des technoproduits, particulièrement la forme de gouvernement qu'on qualifie souvent actuellement de néolibéral. 2 points me semblent essentiels. D'abord, le fait que la question du gouvernement actif des hommes et des choses est partie intégrante de la philosophie politique nouvelle que j'appelle de mes voeux dans le champ des Science Studies. Sans une pensée de ces formes délibérées et stratégiques de gouvernement, sans un travail sur les manières explicitement conçues et informées par des savoirs de conduire la conduite des autres, nos analyses risquent d'être marquées sur leur flanc d'un trou béant et rédhibitoire, d'une naïveté et d'un aveuglement coupable. Non que rien ne s'écrive sur ces questions, heureusement. Je pense pour la France, par exemple, si je donne 4 noms, Isabelle Bruno, Alain Desrosières, Frédéric Pierru ou Emmanuel Didier. Mais ces analyses devraient figurer plus nettement au cœur des STS, ce qui ne me semble pas le cas actuellement. Mon second point concerne la philosophie et les dispositifs néolibéraux et leur relation à la participation et aux formes dialogiques. Comme philosophie politique, vous le savez, le néolibéralisme est pris dans une tension. D'une part, il se méfie de l'hubris de la raison. Celle-ci ne peut, selon lui, maîtriser la complexité du monde et il est préférable de laisser les marchés régler ces choses. Toutefois, ces promoteurs, les entrepreneurs, les financiers, les hommes politiques, les régulateurs, ont recours pour agir à la raison, par exemple aux savoirs mathématiques et managériaux. Cette tension est donc entre le versant public du discours libéral, le fameux « on gouverne toujours trop », et ce que cette forme de gouvernement doit imposer si elle veut que les individus deviennent vraiment libéraux et abandonnent l'infinie variété de leurs valeurs et formes de vie. Ceci demande un activisme qui a consisté à démanteler les structures de l'État-providence, à réduire les commons, à faire jouer un plus grand rôle au contrat et à la régulation judiciaire, mais surtout à mettre en place des dispositifs incitant les individus à advenir en homo economicus en tout domaine, à faire que la réussite individuelle et la compétition seules deviennent les normes légitimes de tout comportement. Ces dispositifs de conduite des conduites, les benchmarks, les palmarès, etc., ainsi que la rationalisation gestionnaire qui les accompagne, ne privilégient donc pas la construction partagée et délibérative des solutions par des sujets politiques de plein exercice. L'idée est plutôt de faire que, ayant à se normer du fait des dispositifs qu'on leur impose, ces individus et ces institutions en viennent à se comporter en stratèges permanents et opportunistes, cherchant à optimiser leurs gains, ne concevant les espaces collaboratifs qu'avec méfiance, traitant ces espaces, en fait, comme le fait le prisonnier dans le fameux dilemme du même nom, inventé au sortir de la dernière guerre, de la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire de façon purement calculatoire et non coopérative. Ceci contraste donc très fortement avec l'idéal de participation et l'intérêt qu'il peut avoir pour la vie collective. Mon dernier point, le monde n'est toutefois pas réglé aujourd'hui que par les logiques libérales. Il existe aussi une politique et des pratiques de bonne gouvernance. La gouvernance promeut le dialogue et la concertation pour l'élaboration conjointe des solutions, par exemple des normes à établir face aux risques collectifs, aux risques environnementaux ou de santé publique. Elle relève donc d'une sorte de logique, que je pourrais dire social-démocrate et écologique, puisqu'elle est anticipatrice, qu'elle donne raison à la raison humaine délibérante, qu'elle lui donne un rôle important. Elle est donc en contraste, en ce sens, dans un premier sens, apparemment, avec l'ordre prôné par les libéraux, et elle l'est en partie. La bonne gouvernance est toutefois soumise, elle aussi, à une tension de fond entre le devoir de penser cette élaboration collective et de protection, mais aussi d'encourager l'innovation et la croissance économique. Elle prend acte de la volonté affichée de la société civile d'être part aux choix qui la concernent, mais puisqu'elle se positionne presque toujours en complément de ce que les marchés énoncent comme des nécessités auxquelles nous ne pouvons échapper, elle tente à utiliser les dispositifs participatifs comme des moyens de monitoring,
comme des moyens d'éduquer, par exemple, les populations aux réalités du monde. Mais il est encore un troisième cadrage de ce qu'implique le bien gouverner aujourd'hui. Il est le fait initial des think tanks néoconservateurs des années 1990. Il s'est incarné dans les politiques du gouvernement Bush et aujourd'hui, par exemple, dans la mouvance des Tea Parties. À la chute du mur de Berlin, ces think tanks ont commencé à promouvoir le discours de la guerre nécessaire et du conflit des civilisations, à promouvoir la notion de sécurité comme valeur première, ce qui a conduit à un retour du discours schmittien de l'état d'exception. Cette politique s'est fortement opposée aux logiques coopératives de la gouvernance des questions globales. Je crois qu'on peut vraiment défendre l'hypothèse qu'elle est au cœur de l'échec du sommet de Copenhague en 2009. Et elle a opposé aux logiques libérales les priorités de la nation. Elle passe aussi par une priorité donnée aux mesures de sécurité, c'est-à-dire contrôler et tracer l'information, contrôler et tracer les matériaux, éviter la prolifération, le piratage des résultats, etc., au détriment des mesures de sûreté des produits qui ont largement été remis dans les mains des acteurs scientifiques et industriels déclarés plus ou moins capables de s'autoréguler. Elle passe notamment, on pourra revenir dans la discussion si vous ne connaissez pas ces aspects, par un rôle accru donné aux pouvoirs exécutifs dans le contrôle des activités de laboratoire, par exemple le FBI directement autour de la biologie synthétique. Dans la dernière décennie, finalement, un mouvement s'est fait jour qui dispose autrement les dispositifs participatifs autour des choix techno-scientifiques. Le cœur en est le besoin d'accélérer les choses. Les marchés demandent des actions rapides, alors que les nouveaux produits, technobiologiques notamment, sont vécus comme problématiques par une part des populations. Dans ce cadre, qui est dominé par une nouvelle urgence compétitive, la participation telle qu'instituée précédemment, très nettement dans la seconde moitié des années 90, première moitié des années 2000 par l'Europe, apparaît à la fois lente et conduisant plutôt à la montée aux extrêmes et à la radicalisation, plutôt qu'à l'émergence de solutions communes ou de consensus. On l'invoque donc toujours formellement, mais on tend en pratique à réduire son usage au cas exceptionnel où la bataille publique fait déjà rage et ne peut être évitée. Dans les autres cas, on tente à la contourner. Mais comme on ne peut agir sans une légitimation symbolique en ces matières hautement sensibles au jugement moral, on en appelle alors à l'éthique instituée en comité, des comités fermés, mais censés représenter la société civile et participer à la décision. Leur avantage est qu'ils agissent très vite et, s'ils sont bien constitués, dans la bonne direction. On passe ainsi, et le meilleur exemple en est l'évolution de la Commission européenne depuis 5 ans, d'une régulation par la loi et des procédures participatives ouvertes à des formes de régulation à base de comités d'éthique permettant la mise rapide sur le marché des technologies les plus neuves à partir du moment où elles sont déclarées éthiquement acceptables. Pour conclure, mon but a été ici, si vous voulez, en quelques mots, d'inciter à un élargissement du champ de vision des Science and Technology Studies, à un retour sur leur catégorie d'analyse, à une revisite du chemin que nous avons parcouru depuis 30 ans, et notamment de ce que nous avons marginalisé et rendu invisible par nos propres analyses et constructions. D'où mon insistance sur la place d'abord réactive des processus dialogiques vis-à-vis des logiques de marché et l'importance dans nos élaborations normatives de défendre l'après-coup dans la régulation des savoirs et produits technoscientifiques. D'où mon insistance ensuite sur la place subordonnée des processus dialogiques vis-à-vis du principe d'équilibre des pouvoirs, ou du moins de leur position dans un système. D'où mon accent ensuite sur la nécessité d'élargir nos questionnements aux formes différenciées d'appropriation, et en particulier à la nature et au rôle que prennent et peuvent prendre les commons autour des affaires environnementales et de santé publique. D'où enfin, dans cet exercice qui vise à essayer de muscler, si je puis dire, la philosophie politique des Science Studies, mon insistance à ouvrir plus nettement nos questions de recherche aux formes nouvelles de gouvernement qui font aujourd'hui
nos sociétés. Merci.